La fiction a-t-elle tous les droits face à la vérité historique ? Bienvenue sur Hiatus, le podcast qui vous offre une pause littéraire dans votre quotidien, préparé, monté et animé par moi-même. Qu'est-ce qu'on lit ? Vous pouvez me retrouver aussi sur la chaîne YouTube du même nom. À chaque épisode, un livre lu récemment sera le point de départ d'une réflexion plus globale, touchant à la littérature mais pas seulement, et surtout, sans snobisme, sans mots complexes. L'autre jour, je terminais Ce prince que je fus de Jordi Soler, traduit de l'espagnol par Jean-Marie Saint-Loup et édité aux éditions de la Contralée, une très chouette maison d'édition du nord de la France qui fait en plus de super beaux livres, en plus d'avoir un catalogue original. Jordi Soler vient d'une famille catalane qui s'est exilée au Mexique, ce qui a sûrement influé sur l'histoire qu'il a choisi de nous raconter. On découvre le destin acadabrantesque de Quico Grau de Moctezuma, dont les origines remontent à la princesse Xipaquazine. Xipaquazine, née au XVIe siècle, est l'une des filles de Moctezuma II. Elle aurait été enlevée, ou mariée politiquement, ou encore aurait volontairement suivi Juan Grau, un noble catalan qui faisait partie de la suite des conquistadors d'Hernán Cortés. La princesse suit son nouvel époux, accompagnée de sa suite de 200 Aztèques, traverse l'Atlantique et arrive en Catalogne, dans le petit village brumeux de Toloriu. Là-bas, dans cette brume qui la déprime, elle aurait été frappée d'un mal étrange, mal qu'elle aurait passé aux générations suivantes de cette lignée aztéco-catalane. Et, cerise sur le gâteau, elle aurait aussi enfoui un trésor quelque part à Toloriu, un trésor de la couronne aztèque donc. Une princesse, une lignée impériale, un trésor mystérieux, un mal étrange. Ce n'est que le départ du livre, car on suit un narrateur qui a des allures parfois de journaliste, parfois d'historien, parfois de chercheur tout simplement, dans le sens chercheur de trésors, à la recherche du trésor. Son échec lui fait se dire « Tiens, si j'allais retrouver le dernier descendant de cette lignée, peut-être lui saura où est le trésor. » L'homme s'appelle Quico Grau de Moctezuma, ou, à l'origine, Quico Grau, un jeune oisif de la bourgeoisie catalane dont le père est un riche industriel. Seulement voilà, un jour, Quico découvre ses origines impériales soigneusement dissimulées par son père. Et en plus de ça, il apprend être le dernier descendant de cette lignée directe. Le narrateur nous raconte donc quelle fut la vie de Quico Grau. Car Quico Grau a entièrement accepté ses origines impériales. Son descendant, son héritier, son arrière rejeton, la chair de sa chair, cet étrange spécimen en qui s'incarnait simultanément l'empire aztèque et la noblesse espagnole, ou pour le dire avec tout le dramatisme requis par ce concept, le conquis et le conquérant. Et c'était justement là, dans cette déchirure entre conquérant et conquis, que poussait la fleur, qu'affleurait la nouvelle géométrie, que fleurissait l'esprit de la princesse Xipaquazine et celui de Don Juan de Grau, baron de Toloriu, qui guidait le dernier descendant de cette invraisemblable lignée, représenté par cet homme qui avançait comme un possédé, avec ses lunettes noires et sa cape de plumes de couleur, de plumes de toucan, d'aras, de pie, de colibri, de perruche, de chonoquacil, etc. Il décide d'assumer la noblesse de sa lignée. Il se fait appeler Son Altesse impériale, il change de nom pour Quico Grau de Moctezuma, il fait faire un blason, des armoiries, s'habille même avec une cape selon la tradition impériale aztèque et revêt aussi une canne partout où il va. Mais ce n'est pas encore assez. Pour se rapprocher de ses origines, lui et les descendants de la suite de de son ancêtre retrouvé, décident d'apprendre le mexicain pour se rapprocher de leur langue originelle. Seulement, sous l'Espagne franquiste, difficile d'avoir accès à des babelios ou des équivalents. Ils mettent donc la main sur des vieux films policiers mexicains et apprennent ensemble en les regardant encore et encore. Ils parlent donc un mexicain vieilli, ponctué d'expressions de ces films policiers, comme si quelqu'un apprenait le français en regardant exclusivement Louis la Brocante. Mais ce train de vie impérial n'est pas gratuit. Son Altesse impériale monte une affaire juteuse et ingénieuse. Chaque bourgeois de la société catalane de l'époque, sous Franco donc, peut se voir attribuer, sous réserve d'un cérémonial mais aussi d'une forte somme d'argent, recevoir un titre nobiliaire de la couronne aztèque. C'est un véritable business aussi truculent qu'hilarant. Au point où nous en sommes arrivés,
Il convient en effet de se demander si cet homme, légitime héritier de la princesse Chipaquazine et de l'empereur Moctezuma, avait le droit de remettre son lignage à flot, ou si en le faisant, il commettait un délit, et dans ce cas, quel était spécifiquement le délit qu'il commettait. Ce peut être qu'on lui imputa plus tard, escroquerie et appropriation indue de symboles de la noblesse. Quoique ce dernier point, tout bien considéré, soit un délit discutable, vu qu'à l'origine, nous l'avons dit ici même, tous les nobles sont rustiques, et toutes les décorations et les médailles de la noblesse sont également une invention. Elles n'ont de valeur que dans la mesure où les gens croient en elles, comme ce fut le cas, précisément, pour tout l'attirail aztèque que proposa son Altesse, et qui, durant plus d'une décennie, fut un ensemble de pièces canoniques pour la noblesse espagnole. Partie 2. La fiction ne prétend pas être l'histoire. Sans aller plus loin pour ne pas vous dévoiler toute l'intrigue du livre, ce prince que je fus, par les talents de conteur de Jordi Soler, rend son narrateur passionnant. Au fil de l'histoire, il ne prétend pas tout savoir ou tout connaître. Il émet des hypothèses sur certains éléments de clés de l'histoire et surtout il s'écrit douter. Il remet en question la véracité historique de certains faits qui lui sont parvenus. Cette dimension-là, alliée à l'originalité de l'histoire et les personnages, m'a laissé une impression très forte qui ne m'a pas quittée une fois le livre terminé. Tant et si bien que je me suis empressée d'aller chercher tout ce que je pouvais vérifier sur la vérité historique derrière cette histoire. En partie par fascination et en partie comme pour vérifier où était la jauge entre la véracité historique et le degré d'inspiration, d'imagination de Jordi Soler. Alors, les rares sites web, souvent en catalan, que j'ai pu trouver, n'allaient pas du tout dans le sens du livre. Au contraire, selon le ministère de l'Intérieur espagnol, la princesse Chipaquazine n'a jamais mis les pieds en Espagne, encore moins en Catalogne. Les soi-disant preuves de son existence ont été amenées par Guillermo de Grau lui-même, c'est-à-dire celui qui est Kiko dans le livre. Et c'est là le point de départ du livre de Jordi Soler, car Guillermo de Grau a bien existé. Alors était-il un mythomane qui croyait à sa propre filiation impériale, ou un vaste charlatan qui a trouvé un moyen pour s'enrichir sur le dos des bourgeois en mal de noblesse? Le fait que Jordi Soler ait changé son nom montre bien que, à aucun moment, il n'a cherché à faire une biographie et qu'on reste bien dans le domaine de la fiction, c'est-à-dire une invention. Mais dans quelle mesure cette dimension de fiction peut être brandie, sinon comme une excuse, du moins une sorte d'assurance à une licence créative infinie quand il y a une vérité historique réelle derrière l'œuvre? Après tout, Tarantino n'a-t-il pas fait tuer Hitler dans un de ses livres? La fiction n'a-t-elle pas tous les droits quand on est dans le domaine de la science-fiction, de la fantasy ou de tous les domaines de l'imaginaire? Est-ce qu'on ne voit pas partout des films inspirés d'une histoire vraie, comme si la vérité historique derrière l'histoire conférait du poids au film, alors que ces œuvres travestissent des faits et des vies historiques pour correspondre au code bien établi du cinéma? Jusqu'où vont exactement les droits de la fiction et du fictionnaliste sur l'histoire avec un grand H? Le cas de ce prince que je fus est particulièrement intéressant, car la vérité historique, les événements tels qu'ils se sont vraiment produits, ne nous parviendront jamais, sauf si l'on découvrait de la matière, des documents fiables, vérifiables, qui nous expliquent que la princesse est bien venue en Catalogne, ou que justement elle n'y est pas venue, car encore aujourd'hui, le doute est permis. Mais si l'écrivain ici n'était pas parti de cette hypothèse de base fondatrice de son livre, que la princesse est bel et bien venue en Catalogne, alors il n'aurait pas écrit le même livre. Et cet autre livre, je le dis sans crainte, aurait été bien moins intéressant pour nous lecteurs. Car alors, Kiko Grau aurait été mis à distance comme un fieffé menteur, comme un arnaqueur, rendant l'empathie entre le lecteur et le personnage beaucoup plus difficile, ou en tout cas pas selon la même dimension. Il aurait été montré, humilié. C'est parce qu'il a fait ce choix initial, clé pour l'histoire, qu'il a dû considérer que la princesse était bienvenue en Catalogne, allant à contre-courant de la vérité officielle, qui est probablement la vérité. Car la vie de Guillermo de Grau, elle, peut nous être connue. Elle est beaucoup plus proche de nous, mieux documentée. Mais ce sont les faits qui sont documentés. Et les faits seuls n'expliquent pas pourquoi les gens font ce qu'ils font. Pourquoi il a mis en place cet ingénieux système ne nous sera jamais connu. Et c'est là qu'intervient la licence de l'auteur, de l'écrivain. Soler invente des personnages à partir de morceaux épars qu'il a récupérés. Il ne prétend pas faire un documentaire. Il ne prétend pas chercher ou dévoiler la vérité réelle, mais
c'est une opportunité pour écrire une œuvre de fiction émouvante, touchante, originale, au style qui questionne justement la véracité des faits. La fiction ici nous raconte une histoire crédible, puissante, avec des personnages saisissants de réalisme, imparfaits, drôles, magnifiques et tragiques à la fois, qui nous forcent à nous questionner nous-mêmes. Alors, effectivement, on pourrait reprocher à Jordi Soler d'écrire cette fiction et de tordre la vérité historique. Mais déjà alors, on n'écrirait que peu de choses. Et en plus, c'est justement parce qu'il l'écrit que cette histoire, si méconnue, peut exister en nous. La fiction, si elle ne prétend pas remplacer l'histoire ou être histoire, elle la fait exister et elle fait exister ces hommes, ces personnes qui ont fait l'histoire, justement. Partie 3. La réception à double vitesse des livres inspirés de faits réels. Mais attention, parce que pour Jordi Soler et ce prince que je fus, a priori, il n'a que peu à craindre de la réception de son œuvre. Les principaux intéressés n'existent plus, tout comme leur descendance. Car la réception d'une œuvre de fiction, qui se base sur des faits et des événements réels, peut être compliquée. Alors, l'exemple le plus frappant serait Inglourious Basterds de Tarantino et le droit qu'il donne au cinéma de faire du révisionnisme en tuant Hitler. Mais je préfère, et j'espère que vous le comprendrez, rester dans le domaine de la littérature. À la publication américaine de L'Or de Blaise Cendrars, les Américains, surtout les Californiens, ont crié au crime, ou pas loin. L'Or est une fiction sur la vie de Johann Sutter, un homme suisse qui est parti en Californie faire fortune à un moment où il n'existait rien ou presque là-bas, avant d'être ruiné par la ruée vers l'or. Les Américains ont considéré que son livre était un mensonge, pire, une calomnie. Preuve en est, dans les livres, la femme de Johann Sutter vient le rejoindre et c'est au moment où elle découvre son mari richissime dans ses plantations californiennes qu'elle meurt immédiatement. « Ah ah !» ont-ils dit. « Ceci ne s'est pas passé comme ça. La femme de Johann Sutter n'est pas morte à ce moment-là. Ceci est donc une mascarade. » Ce à quoi Blaise Cendrars a répondu, un peu étonné, « Je n'ai pas cherché à faire une biographie. » Et alors, si certains faits sont ajustés, modifiés, ajoutés, supprimés pour les besoins du rythme narratif, c'est bien le droit de l'écrivain, alors pourquoi le lui reprocher? Pourquoi cette mauvaise foi? Car la vérité historique ou la manière dont on la traite peut faire grincer des dents. L'or dérangeait quelque chose de plus profond, l'identité collective californienne. Les Californiens de l'époque se sont approprié l'ensemble des terres de Johann Sutter, ont totalement démantelé ses biens lors de la conquête de l'or, sans qu'ils n'obtiennent jamais justice pour les préjudices subis, qu'ils ne récupèrent rien, qu'ils meurent dans la misère et l'indifférence. Ou plutôt, le soulagement de tous ceux contre qui il avait porté plainte. Et il y en avait beaucoup. Et c'est là où c'est intéressant, car les habitants de l'époque de San Francisco avaient travesti l'histoire pour faire passer les chercheurs d'or comme des héros modernes et Johann Sutter comme une figure tutélaire, le fondateur de la ville. Rappelé par ce livre, le destin sordide et l'injustice profonde de Johann Sutter n'a fait plaisir à personne. D'où la colère collective contre Cendrars et son livre, lui refusant le droit d'avoir écrit une fiction pour masquer une colère qui touchait à autre chose. Car alors on aurait le droit de jouer avec la vérité historique que lorsqu'elle nous arrange, elle nous magnifie, elle nous conforte. Et après tout, est-ce qu'on n'a pas aussi cette fâcheuse tendance à, par exemple, magnifier, toujours louer les morts? Mais bon, c'est une question pour un autre temps. La fiction et l'histoire, deux faces d'une même pièce. Les œuvres de fiction, notamment celles des naturalistes et des réalistes, à commencer par Balzac et Zola et Flaubert, sont utilisées comme documents par les historiennes et les historiens. Et tous les documents de travail, de recherche des historiens montrent que jamais aucun d'entre eux n'improvise quand il s'agit de baser son livre sur un contexte historique ou sur des personnages ayant vraiment existé. Des personnes, pas des personnages. Et toute cette matière de la fiction est une source essentielle pour comprendre la réalité d'une époque. Comme disait Blaise Cendrars, « Ce que j'invente est vrai ». La fiction n'est pas un mensonge. Elle peut servir une forme de vérité qui a d'autres buts que la recherche et l'analyse historique. Car une historienne ou un historien peut aussi nous dire « ce que j'invente est vrai ». Il y a une hypocrisie dangereuse aujourd'hui à nous faire croire en une vérité historique, unique, objective, qui serait la seule acceptable. Comme lorsque, sur les plateaux télé, on va convier un économiste en qualité d'expert sans mentionner l'école théorique dans laquelle il ou elle se situe. Comme s'il y avait une seule vision
théorique de l'économie qui faisait foi et qui était partagée par tous. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les points de vue et que tout se vaut. Au contraire. J'aime les théories et les hommes, mais je n'aime pas leurs préjugés. Je n'oublie jamais que le passé aussi est avant tout une chose mouvante, comme aujourd'hui, et que tout ce qui a vécu vit encore, change, permute, bouge, se transforme. Je défendrai toujours la vie. La seule histoire, c'est la vie. La seule vérité, c'est la vie. Qu'est-ce que la vérité historique? Et qu'est-ce qu'un document? Une interprétation toujours tendancieuse ou artistique, un tremplin pour bondir dans la réalité et la vie, au cœur du sujet. Car l'historien est avant tout un homme, et le plus objectif, le plus froid, commente encore. L'historien, même quand il relate des événements qui se sont passés il y a plus de 10 000 ans, prend parti, se passionne, critique, blâme, loue, affirme, invente, fait l'important, est insupportable ou ridicule, selon qu'il se croit le seul détenteur de la vérité. Il y a les rivalités d'école et la concurrence des méthodes, les 1000 interprétations toujours possibles d'un texte unique selon les capacités intellectuelles, la doctrine, les commentaires, les traditions de caste et de nationalité, les préjugés de l'époque, les événements politiques en cours et la vie, la vôtre propre, et celle qui s'élève de la poussière des archives et qui vous monte au cerveau pour vous faire perdre votre belle sérénité scientifique. Non seulement la fiction a des droits sur tout aspect de l'histoire, mais elle nous force à questionner la définition même de l'histoire, de prendre un point de vue beaucoup plus individuel, beaucoup plus précis. Ce n'est plus la grande histoire avec un H, ce sont les destinées individuelles des grands hommes comme des gens de tous les jours. Il n'y a pas d'un côté la fiction, qui serait mensonge, et de l'autre, une vérité historique figée. Par exemple, dans Guerre et Paix, à la fin, le général nous livre une prise de conscience assez angoissante, qui est que la guerre, même la guerre, surtout la guerre, que l'on croit régie par des décisions et des ordres, est avant tout une succession de hasards, de décisions individuelles et de conséquences qui ne peuvent être anticipées par personne. La fiction ici nous permet d'accéder à des morceaux d'événements et de vies passées, que ce soit celle des mineurs de Germinal, de la fille de Moctezuma II, dans Ce prince que je fus, ou encore du fondateur de la Californie avec Lord Sandrar. Bien sûr, au lecteur de n'être pas dupe de la fiction, mais à l'historien d'être reconnaissant à l'écrivain pour faire exister la vie, la vraie, dans nos esprits. La fiction a tous les droits sur l'histoire, tant qu'elle ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas. Une vérité absolue, universelle, au même niveau que l'histoire et que la recherche historique justement. La fiction crée des expériences et des humanités qui nous font voyager, réfléchir, rêver, souffrir, parfois dans des contextes réels, historiques, à un certain moment donné. Et au final, qu'importe la part d'imagination et de vérité dans Ce prince que je fus. L'histoire est bonne, elle est belle, c'est un mensonge crédible pour lequel nous, lecteurs, nous acceptons d'être crédules. Et au final, n'est-ce pas tout ce qui compte? Et n'est-ce pas tout ce qu'on demande d'un bon livre? Cet épisode est maintenant terminé. Yatus est un podcast à fréquence aléatoire que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et en version filmée, ici sur ma chaîne Qu'est-ce qu'on lit? Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.